Merci d'être là. Merci pour votre venue, votre présence. Je m'appelle Sita, Siddhananda Sita, et j'enseigne et je transmets le Kriya Yoga de Babaji depuis quelques années, depuis 2009. Et donc, la proposition de ces 50 minutes que nous avons ensemble à passer, c'est de vous donner dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est cet yoga, qu'on appelle aussi l'art scientifique de la réalisation de soi. C'est un art parce que ça requiert de la pratique, tout comme tout art. Mais c'est un art aussi scientifique parce qu'on vous demande aux étudiants, aux pratiquants de Kriya Yoga de prendre cette pratique d'une façon très scientifique, dans le sens d'observation, d'observer les changements au fur et à mesure qu'on va installer une certaine pratique. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que j'ai le retour parfois de tout ce son autour. C'est clair pour vous? Très bien. Ok. Le mot Kriya vient du sanskrit et veut dire action avec conscience. Différent, l'opposé du mot karma. Peut-être vous connaissez le mot karma. Action avec conséquence. Chaque fois qu'on pose une action inconsciente, par habitude, l'esprit ailleurs, on est en train de planter une graine, un germe, et les conséquences viendront de la même nature. Donc, ce yoga, qui est un yoga traditionnel ancien, venant de l'Himalaya, mais aussi de la région du Tamil Nadu, fait partie de la lignée ou du yoga des Siddhas. Les Siddhas, S-I-D-D-H-A. C'est un autre nom pour des rishis, pour des maîtres perfectionnés du yoga. La proposition du Kriya Yoga, c'est la transformation d'une façon intégrale de notre être, en amenant énergie et conscience dans les différents corps. Corps physique, corps vital, corps mental, corps intellectuel et corps bouddhique. La plupart du temps, lorsqu'on fonctionne d'une manière ordinaire dans notre vie, notre conscience, elle est basée au niveau de notre corps physique, de notre corps émotionnel et de notre corps mental. La manière dont on se définit est à partir de ces trois niveaux, parce que l'énergie aussi circule à plus ou moins dans ces sphères. Mais nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous avons plusieurs couches, plusieurs corps. Et le Kriya Yoga nous donne des outils pour pouvoir amener la conscience dans ces différentes parties, différentes sphères de notre être. La transmission du Kriya Yoga a toujours été faite par initiation. Nous n'avons jamais créé d'école de Kriya Yoga pour rester le plus proche de la source. Il y a 150 ans à peu près, un peu plus, les personnes qui souhaitaient avoir ces techniques devaient se rendre dans l'Himalaya et trouver là-haut un yogi capable de transmettre ces techniques. Ce n'est que bien plus tard, à la venue du XXe siècle, que des yogis sont venus en Occident et ont amené le Kriya Yoga. Et aujourd'hui, on peut le recevoir ici en France, en Europe et un peu partout. La transmission se fait sur 2 jours. 2 jours de transmission d'une série de techniques qui vont aider le développement de l'être. Les techniques consistent en un ensemble de postures qui viennent du Hatha Yoga. Pour les personnes qui connaissent le Hatha Yoga, on est dans les postures traditionnelles du Hatha Yoga, mais avec une focalisation spécifique au niveau de la circulation énergétique pour permettre au corps physique de créer de l'espace, de se dilater pour pouvoir intégrer les changements vibratoires qui ont lieu dans le processus d'éveil. Le corps physique va aussi renforcer son système nerveux
qui est très important. Parce que une autre série de techniques appelées Kriya Kundalini Pranayama, des techniques de respiration, de maîtrise de la force de vie plutôt, sont enseignées 6 différentes techniques. Et chacune de ces techniques vont activer l'énergie d'une certaine façon, ouvrant aussi les canaux énergétiques, les nadis du corps vital. Donc on active Kundalini Shakti, on ouvre les nadis pour permettre à cette énergie de se déployer et rejoindre son but, Shiva. Et en parallèle, il y a une série de techniques de dhyana, de purification au niveau du mental, pour permettre à cette énergie d'être mise au service du soi, de l'éveil, et non pas pour exacerber des tendances négatives. Les Siddhas nous disent que nous rêvons avec les yeux ouverts, que nous traversons notre vie un peu comme des somnambules, la tête ailleurs, le corps en mouvement, en train de faire des choses, par habitude, par peur, parce qu'on a appris comme ça, d'une manière automatique, vous voyez, avec la tête ailleurs. Rares sont les moments dans notre vie où on est totalement investi dans ce qui est en train de se passer. Et de cette façon, on passe une grande partie de notre temps en train de tourner la roue du karma, la roue de l'inconscience. Ces outils, ils viennent nous aider justement à débroussailler un petit peu tout ça. Parce que par la pratique de ces techniques, de ces kriyas, on va développer le discernement. Ce n'est qu'avec discernement qu'on peut faire la différence des choses. Faire la différence entre ce qui est permanent et ce qui est impermanent dans notre vie. Discerner les pensées qui nous traversent l'esprit. Parce que la plupart du temps, elles fonctionnent d'une manière tellement automatique. Et nous sommes tellement identifiés à nos pensées qu'on croit tout ce qui nous passe par la tête. Mais en vérité, les pensées ne sont pas autre chose que juste une fluctuation. Et les pensées, on peut les changer, les pensées. Si une pensée nous perturbe, on peut la déplacer et placer une autre pensée à la place. Donc, qui est cette partie en nous qui est capable de percevoir la pensée ou d'échanger les pensées? Comment faire pour la percevoir? Comment faire pour sortir de l'étau? Du point de vue du yoga, nous sommes pure conscience. Pure conscience, sans limite de temps ni d'espace. Et qu'à un moment donné, nous avons accepté de venir dans ce monde et nous inscrire dans un corps physique pour expérimenter le temps et l'espace, pour expérimenter la limitation et l'oubli. Et le yoga nous donne des outils pour nous permettre de faire le chemin de retour. Vous voyez, tant que je suis totalement identifiée au corps physique et à mes pensées et à mes émotions, je suis incapable de voir la partie en moi qui perçoit la pensée ou qui peut choisir de changer la pensée. Je suis incapable de percevoir en moi la partie qui ressent le corps physique, qui observe une émotion. Tant que je suis totalement identifiée à ces aspects de fluctuation de mon être, je suis complètement prisonnière et au détriment de tout ce qui se présente dans la vie. Donc, je vais être contente si tout se passe bien, mais s'il y a du bruit, ça va me déranger. Je vais être contente si on me traite bien, et s'il fait beau, et s'il pleut, ça ira moins bien. Et mon bien-être va dépendre des conditions extérieures. Je serai au détriment de toutes ces ondulations de bon et mauvais, que la vie nous amène chaque jour. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on vit notre vie en fait. Comment faire pour trouver la stabilité à l'intérieur de soi-même, pour rester dans cet état d'équanimité, quelle que soit la circonstance extérieure, quelle que soit la situation. Que cela se présente comme j'attendais, ou tout l'opposé. Comment faire pour rester dans mon centre
et maintenir ce centre. Il en faut des outils qui nous permettent de développer ces qualités, des qualités qui vont nous permettre de nous établir dans cet état d'équilibre. Parce que tant que l'état d'équilibre n'est pas là, il est très difficile de faire cette jonction avec notre être. Donc, les outils de Kriya Kundalini Pranayama vont activer Kundalini Shakti. Comme je vous disais, l'énergie va se déployer. Mais l'énergie et la conscience cheminent ensemble. L'énergie va où la conscience se pose. Si je place mon attention sur cette tâche, mon énergie va se placer là. Et si je la place là, mon énergie se place là. Parce qu'ils cheminent ensemble, Shiva Shakti. Ce sont les deux faces de la même médaille. Donc, au fur et à mesure qu'on active l'énergie, qu'on permet l'énergie de se déployer et d'ouvrir ce centre énergétique, non seulement je vais gagner en énergie, mais mon état de conscience va changer aussi. L'état de conscience est directement lié à l'état d'énergie de notre corps. Si l'énergie ne circule pas proprement dans les chakras, je veux percevoir le monde à partir d'un certain niveau. Si les chakras sont plus ouverts, ma conscience va me permettre d'avoir une vision plus globale de ce qui se passe. Et si encore ils sont plus ouverts, d'avoir cette conscience infinie tout en étant ici. Donc on travaille au niveau du corps physique, comme je vous disais. On travaille au niveau du corps énergétique par les pratiques de pranayama. Mais on va aussi purifier le mental, notre corps mental, qui est un outil extraordinaire. C'est avec notre corps mental que nous créons toutes choses qui nous arrivent, toutes choses qui sont ici, tout objet présent dans le monde un jour ont été une pensée. Et cette pensée s'est condensée avec énergie, on a mis au travail et on l'a réalisée dans la matière. Et c'est comme ça qu'on fabrique notre vie à chaque instant. Mais la plupart du temps, notre pensée est inconsciente, ce qui veut dire qu'elle est juste une répétition de quelque chose qui nous a été transmis. Elle n'a pas une réflexion propre, il n'y a pas l'observation, l'observateur. Elle se déroule d'elle-même, basée sur des schémas connus et souvent des pensées limitatives. Donc il est important d'observer cet outil qui est notre corps mental et de le maîtriser pour faire en sorte que le mental devienne de plus en plus transparent. Parce qu'au fur et à mesure qu'il s'équilibre ce corps et qu'il devient pur et transparent, il devient comme un prisme capable de laisser transparaître la lumière de l'être qui est là. Mais la plupart du temps, le mental est très agité. La preuve, le monde dans lequel on vit, c'est l'expression même de notre mental collectif. Comme il est difficile de rester centré et en immersion dans le silence intérieur et dans cet espace, tout en étant dans l'agitation du monde, n'est-ce pas? Il en faut de la concentration, de la force de volonté, du discernement. Et tous ces outils viennent aussi, lorsqu'on commence à pratiquer le yoga, on développe ces qualités qui vont permettre d'avancer sur le chemin. La purification du mental vient au travers de la méditation. Et parfois, les gens ils viennent me dire « Mais j'arrive pas à faire le vide. Je ne sais pas méditer, j'arrive pas à faire le vide. » Et en fait, la méditation, ce n'est pas faire le vide. La méditation, c'est d'être présent avec ce qui est là. On va choisir des objets de méditation différents, que ce soit un son, une sensation, un concept abstrait, un objet immobile, n'importe quel objet en question. Et l'attention reste focalisée sur cet objet d'une façon intense, un temps déterminé. Voilà ce que ça veut dire concentration, méditation. Le mental, la plupart du temps pour nous tous, est complètement dans un état sauvage. Parce que depuis tout petit,
On nous a dit, allez ailleurs, allez explorer le monde et vous allez trouver le bonheur. Et donc on s'est déversé dans les expériences en courant une après l'autre ces expériences et en cherchant, et en cherchant, et en cherchant ce bonheur qui est à peine attrapé comme l'eau entre les doigts, s'écoule et disparaît. Il est là, il est fragile et il disparaît. Mais si vous observez bien, nous tous, nous cherchons la même chose. Et cette chose, elle ne pourra jamais être trouvée à l'extérieur. Ce n'est qu'à l'intérieur de nous. Ce n'est que lorsque l'être commence à faire ce retournement vers soi-même et qu'on arrive à rentrer en lien et s'établir dans le soi, qu'on peut trouver cet état d'équilibre inébranlable sur lequel toute chose peut apparaître et disparaître. Des moments de joie, des moments de difficulté viennent et s'en vont. Et l'état reste inébranlable parce qu'il est inaffecté par ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est le cadeau du yoga, en fait, de cet enseignement extraordinaire ancien qui va bien au-delà des postures physiques, bien au-delà du bien-être, de la détente, de la santé, etc. Les transmissions de Kriya Yoga sont faites de façon suivante. Il y a 3 niveaux de transmission. La première initiation, la personne reçoit l'ensemble de ces techniques qui vont permettre cette transformation selon la pratique, l'intensité de la pratique. La deuxième initiation vient comme un complément pour la première, où on va aborder l'aspect énergétique en passant par les bija mantras, des graines vibratoires qui vont être posées sur les chakras. La pratique aussi du silence, la découverte et la pratique du silence intérieur aussi, pour aller vers le silence mental. Des transmissions d'autres mantras, et tout ça en deuxième initiation. Et une troisième initiation vient par la suite, après une année ou deux de pratique, où tout un ensemble de techniques composant les 144 kriyas sont données pendant une semaine. Et les kriyas avancées qui nous amènent dans l'état de samadhi, l'état de communion. Je pourrais vous dire que le Kriya Yoga est donné à toute personne, que les personnes qui n'ont jamais pratiqué de Kriya ou de Yoga peuvent recevoir ces techniques et commencer d'une façon autonome à se développer, tout comme des personnes qui ont pratiqué de nombreuses années de yoga peuvent trouver de quoi se nourrir dans ces techniques, parce qu'elles sont évolutives aussi, au fur et à mesure qu'on les pratique. J'aimerais vous laisser la place aussi pour poser des questions. On pourrait... Je ne sais pas si vous entendez très bien, le bruit à l'extérieur est assez fort. C'est difficile de rester dans une cohésion de groupe de cette façon. Je pourrais vous dire aussi que... Oui, merci. Que si vous êtes intéressé par ces anciennes pratiques, la technique du Kriya Yoga, vous pouvez trouver aussi sur Internet notre site. Il y a pas mal d'articles, pas sur les techniques elles-mêmes, mais une approche, on va dire, de l'ensemble des corps subtils, comment ils fonctionnent, comment ils se transforment, à quoi ça sert, chacune de ces effets, de toutes ces techniques-là. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. J'ai une question extrêmement pragmatique et très simple, de savoir en quoi consistera donc la pratique elle-même, tout simplement. Très bien. Donc une fois qu'on a reçu la première initiation, on s'en va avec un ensemble de choses écrites pour être totalement autonome. Et donc dans cette pratique,
on vous demanderait de pratiquer 2 fois par jour une série de techniques de respiration, le matin et le soir. Donc, une série de respiration et 15 minutes minimum de méditation par séance pour travailler sur ces 2 aspects. Plus des postures physiques qui viendraient en complément pour aider et maintenir le corps en bonne santé et faciliter la pratique des techniques plus subtiles. Donc, d'une façon très pratique, chaque jour de la semaine, 2 séances par jour, 16 respirations par séance, 15 minutes minimum de méditation par séance. Et donc, chacune de ces séances, on va travailler des aspects différents, dans des corps différents. On va intégrer des aspects du corps mental, du corps intellectuel. On va développer la capacité de visualiser, de se concentrer, la capacité aussi d'entrer en contact avec son intuition, d'explorer les 5 sens subtils, de préparer le corps physique aussi, le système nerveux pour l'activation de l'énergie, purification au niveau énergétique, ouverture des chakras et des nadis, des systèmes énergétiques. Donc vous voyez, c'est un système holographique complet qui travaille sur tous ces aspects, ces couches. Bonjour. Qu'est-ce qui différencie l'enseignement de Babaji par rapport à d'autres enseignements? Alors, l'ensemble de ces techniques, elles vont créer une synergie. Au moment où vous êtes en train de les pratiquer, en fait, vous êtes en train d'activer différents corps, différentes dimensions. Et en les pratiquant, ces dimensions, ces corps différents, ils vont s'intégrer comme un ensemble. Ils fonctionnent en synergie. Donc très vite, vous allez élargir votre champ de conscience et prendre conscience de votre être dans son aspect global. Et faire en sorte que chaque corps va soutenir l'autre. Donc il n'y a pas de tiraillement comme ça. On ne va pas aller très haut et ensuite descendre très bas. Mais on va participer en amenant la conscience et l'énergie dans toutes ces dimensions différentes, de sorte que tous ces corps ils puissent se soutenir dans le processus. Donc il y a une très grande intensité, mais en même temps, c'est très harmonieux. Je peux parler de par ma pratique et des personnes que j'ai côtoyées depuis des années en enseignant, que l'évolution, elle peut être très intense selon les personnes, mais en même temps en gardant beaucoup d'équilibre, en fait. Donc il y a cet aspect holographique, la synergie de chacune de ces techniques qui est très importante, et en même temps que c'est très simple et pragmatique, en même temps ces techniques-là, elles se dévoilent au fur et à mesure qu'on les pratique. On en découvre encore et encore au fur et à mesure. Vous voyez ? Les Siddhas y mettent l'accent sur les techniques plus que sur eux-mêmes. Parce que depuis toujours, ils ont toujours été vus un peu comme des marginaux en dehors de la caste des sociétés normales. Ils ne passaient pas par les brahmanes ni par les temples. Ils enseignaient en dehors de ce système. Parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est la transmission des techniques. Et pour que chacun de nous puisse s'en servir de ces techniques et cheminer et chercher ce que nous sommes et trouver ce que nous sommes en train de chercher à l'intérieur, voyez. Donc ils sont restés très très discrets par rapport à leur existence et qui ils sont et ce qu'ils font. Mais ils mettent en avant ces outils qui sont extraordinaires pour une transformation globale. Une fois atteint la réalisation de Dieu, c'est-à-dire l'ouverture des canaux, l'activation de Kundalini Shakti, l'union de Shiva et Shakti, ça pour les Siddhas est le premier pas. À partir de là, ils redescendent couche par couche pour transformer chacun de ces corps jusqu'au corps physique, jusqu'à la matière, et intégrer d'une façon globale la plus haute fréquence. Vous voyez ?
Donc l'objectif ce n'est pas de partir d'ici, de rejoindre le nirvana, de s'en aller, mais plutôt ça c'est le point de départ. Une fois atteint, c'est de ramener cet état ici dans la matière, dans ce qu'on appelle la limitation, pour pouvoir la transformer. Donc ça c'est le programme des Siddhas. Et c'est ce qui fait l'aspect extraordinaire de cet enseignement. Le choix de rester dans le corps physique. Le choix de transformer le corps physique. Vous avez d'autres questions? Bonjour. Tout simplement, qui était Babaji? Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce qu'il a existé véritablement? Enfin, c'est un être historique ou... Oui. Voilà, merci. Alors, Babaji Nagaraj est un avatar, Maha-avatar ou Maha-Siddha. Et il continue à exister dans son corps physique d'une façon très éthérée. Tout comme les autres Siddhas, il a été initié lui-même. Il a eu deux enseignants, deux gourous, Bhoganatha, Agastya, qui ont transmis ces techniques et qui l'ont permis d'atteindre l'état de Sorupa Samadhi, le corps de lumière, de totale transformation de l'être jusqu'au niveau moléculaire, cellulaire. Et il est resté dans son corps physique par choix. Il continue à inspirer des personnes et porter cette tradition qui est la tradition du Kriya Yoga, qui aujourd'hui est offerte au monde de cette manière. Comme je disais avant 150 ans en arrière, il fallait aller le chercher, ces techniques là-haut, et vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir trouver quelqu'un qui pourrait transmettre ces techniques. Donc on arrive à un temps maintenant ici où ces techniques nous sont accessibles, elles nous sont offertes et données. Ce qui n'empêche pas de savoir que nous avons une part active à faire dans cette transition. C'est-à-dire d'être responsable de notre propre cheminement et être prêt à travailler d'une façon autonome avec ces outils qui sont très puissants pour pouvoir créer l'évolution qu'on va créer en fait. Donc Babaji, comme tous les Siddhas, ne sont pas vraiment intéressés à ce qu'on raconte leur histoire en fait. Ils préfèrent mettre en avant et mettre l'accent sur les kriyas, les techniques. Mais ils servent d'exemple de notre côté en nous montrant que notre chemin va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer au fur et à mesure que la conscience s'éveille et qui peut non seulement transcender le monde, mais en ramenant cette conscience dans ce monde ici, elle peut le transformer complètement. Que la matière, que le limite de l'espace et du temps de la matière devienne alors pliable à la conscience qui la porte. Donc, c'est une toute autre exploration qui est là. Il existe plusieurs Siddhas aussi, et ils ont une contribution énorme pour notre humanité, pour la connaissance de l'humanité. Ils ont apporté énormément sur l'Ayurveda, sur la littérature, la poésie, l'astrologie, plein de sciences différentes, la médecine. En Inde, on les connaît bien. Il y a une médecine traditionnelle des Siddhas. Et
Donc ils sont vraiment des grands explorateurs de cet espace-temps ici. Et ils ont tiré leurs conclusions par observation et expérimentation. Ils disent aussi que le yoga n'a pas été inventé, qu'ils ont reçu le yoga directement de Shiva, de la source. Voilà. D'autres questions ? C'est assez difficile de rester concentré ici avec tant de bruit à l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous sentez, mais le son, il passe comme ça. Et il nous balaye. Ouais. En tout cas, je voulais vous dire aussi que au mois de novembre, je viens sur Paris pour donner une initiation le 21, 22, 23 novembre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner auparavant en allant visiter le blog ou le site internet. Il y a un petit stand juste là, mais je peux vous donner l'adresse du blog, c'est sitayoga.blogspot.com. Ou si vous tapez Babaji's Kriya Yoga, vous tombez sur notre site aussi. Et là, vous avez pas mal d'informations, des articles. Et ça se déroule sur 2 jours, la première initiation. Il y a une conférence le vendredi soir. Ensuite, le samedi matin, on commence à 8h du matin. Et on termine à 8h du soir, 6h du soir. Donc c'est toute la journée d'une façon intense, samedi, dimanche. On fait des pauses chaque 45 minutes à peu près. Et pendant l'initiation, il y a transmission des techniques, pratique intense. Et dans la transmission, il y a explication de chacune de ces techniques, à quoi elles correspondent, à quoi elles servent, comment elles fonctionnent, etc. Donc l'idée, c'est de sortir de l'initiation avec tous les outils, tout bien clair, etc. C'est comme si on vous posait sur un rail et vous donnait un élan pour que vous puissiez continuer votre pratique toute seule. En fait, il faut être prêt à pratiquer d'une manière seule. Donc, des personnes qui sont prêtes à assumer leur évolution. Parce que vous savez, on peut faire plein de cours et plein de stages et plein de choses, mais si tout ça reste dans un tiroir et qu'ensuite on continue à vivre de la même façon qu'on vit d'habitude, il n'y a rien qui change en fait. Il est nécessaire de faire le travail à l'intérieur, de par soi-même. Personne ni rien au monde va vous donner ce que vous cherchez vraiment. L'erreur, c'est toujours de chercher à l'extérieur. Ça se trouve là. Donc les outils qu'on va donner pendant l'initiation, c'est des outils pour aller travailler à l'intérieur. Patanjali, qui est un grand siddha, il a écrit les sutras de Patanjali, peut-être vous connaissez. Il définit Kriya Yoga de 3 façons. Tapas, ce n'est pas l'apéritif espagnol, mais c'est plutôt le travail intensif. Travailler intensément. Tapas, Svadhyaya, l'étude de soi. C'est s'auto-étudier, l'auto-observation. Pour sortir des schémas, pour discerner. Et la troisième chose, Ishvarananda Pranidhana, la dévotion au Seigneur, la bhakti, le cœur, l'amour inconditionnel. Donc c'est l'ensemble de ces 3 voies qui configure le Kriya Yoga. Et selon l'intensité de votre pratique, vous allez vous développer aussi en conséquence. Il y a des personnes qui préfèrent faire une pratique plutôt dilettante. Et parfois des gens me disent « Ah, mais j'ai pas le temps de pratiquer du yoga, ma vie elle est tellement remplie. » Mais en fait, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Parce que la plupart du temps, on passe beaucoup de temps en train de faire plein d'autres choses et on ne s'aperçoit pas. Beaucoup de distractions, vous comprenez? On vit dans un monde qui attire notre attention toujours vers l'extérieur et la tête qui tourne et qui essaye de chercher
Et on court comme ça vers la recherche du bonheur. Et on essaye d'échapper à la souffrance. Et on va vers la recherche du bonheur. Mais le bonheur, il n'est jamais là. On l'attrape à peine, il est déjà parti. On l'a entre les mains, on est déjà dans la peur de le perdre. Parce que ce bonheur qu'on est en train de rechercher, on essaye de l'attraper à l'extérieur. Et il ne peut pas durer. Donc il arrive un moment où on a fait le tour de la question et on s'est rendu compte en fait que tout ça c'est très bien. Mais ce que je cherche vraiment n'est pas là. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Notre temps sur Terre est un temps précieux. L'incarnation dans un corps humain physique est précieux. Donc comment faire pour utiliser ce temps de la meilleure façon que je veux faire de ma vie en fait? Il est intéressant de regarder vos priorités, vos valeurs, à quoi donnez-vous préférence, parce que tout ça, ça a une influence dans vos choix et dans la vie elle-même. Une chose que je peux vous dire, c'est que depuis que je pratique, j'ai plus besoin de me distraire, de des divertissements, parce qu'il n'y a plus d'ennui non plus. Parce que chaque instant, c'est un instant précieux. Un instant où on peut connecter quelque chose qui est là et le faire vivre. Et c'est ça qu'on est venu faire. Pour le faire, il faut sortir du rêve. Pour sortir du rêve, il faut avoir envie. Et avoir aussi la grâce de recevoir des outils pour pouvoir le faire. Parce que bien sûr, on peut construire une maison avec une petite cuillère en bois, mais ça prendra beaucoup plus de temps que si on le fait avec des outils très performants aussi. Des questions? Oui. Quand et comment passe-t-on d'un niveau à l'autre? C'est quand on sent qu'on est prêt? Alors, la première initiation, comme je disais, c'est la base de tout. Et ces techniques, elles vont rester jusqu'au bout, parce que ce sont à partir de ces techniques-là, c'est comme la fondation de la maison. Donc, vous les gardez. La deuxième initiation, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui me disent « Mais pourquoi on ne le fait pas en même temps ?» Parce que ça m'a tellement aidé de faire la deuxième juste après. Parce que la deuxième, c'est comment faire pour intégrer le yoga dans chaque instant de ma vie. Comment faire pour transformer ma vie en yoga. Et pas seulement au moment où je sors le tapis, où je m'assois sur le coussin et que je veux faire ma méditation, mais comment être en yoga. Donc la deuxième initiation vient dans ce sens-là. Et la deuxième initiation donne aussi l'aspect des mantras qui est très très puissant aussi. Donc transmission des bija mantras pour activer des graines vibratoires qui vont activer chacun des chakras. Et un ensemble de temps en silence, dans une retraite, etc. Donc entre le premier et le deuxième initiation, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui font un week-end et le week-end d'après. Il y en a d'autres qui vont dire je fais la première, j'attends un certain temps, je fais la deuxième. Par contre, pour la troisième initiation, il est préférable d'avoir pratiqué au moins pendant 1 voire 2 ans. Parce que les techniques qui viennent ensuite sont des techniques assez hautes pour entrer dans l'état de samadhi. Et il faut avoir fait beaucoup de détachement et beaucoup de purification et préparer le corps aussi et le système nerveux. Donc, ça dépend de chaque personne. En règle générale, pour la deuxième initiation, on laisse la personne choisir quand est-ce que c'est son bon moment. Mais pour la troisième initiation, on prend contact et on échange avant
pour voir si la personne est prête à recevoir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la première initiation, dès la première initiation, vous allez recevoir des techniques qui permettent une totale autonomie. Totale. Tout l'outil est là et c'est à vous de jouer. Et de faire en sorte, en pratiquant ces techniques, que vous allez rentrer en contact avec votre guidance intérieure et que vous allez pouvoir la consulter, cette guidance intérieure, à n'importe quel instant de votre vie et permettre de vous aligner avec cela et faire des choix en conséquence. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence et puis je vous souhaite une bonne continuation. Namasté.